Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Face à Face, votre émission d'entretien et d'opinion sur Var Azur. Nous sommes en compagnie d'un député, Monsieur Jean-Louis Masson. Merci d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes donc député du Var, forcément. Vous étiez jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça le maire de la Garde. On en parlera aussi. On va commenter l'actualité locale et l'actualité nationale. Je voudrais qu'on commence par... la polémique du moment, les propos du président, vous êtes député Les Républicains, je le précise aussi. Foutre le bordel dans la bouche d'un président, ça vous a choqué? Bonjour monsieur, bonjour aux auditeurs qui viendront voir cette interview. Écoutez, oui, je suis un peu choqué. Le terme est peut-être employé, mais pas forcément dans la bouche d'un président de la République. Donc je crois qu'un président de la République, il a le devoir d'avoir de la hauteur, du respect. Et ce n'est pas la première fois qu'il y a des écarts de langage, M. Macron. Peut-être est-ce une erreur de jeunesse, mais quand on est président de la République, on n'a pas droit à l'erreur. Et le parallèle avec Nicolas Sarkozy, vous le validez Moi, je n'ai pas de parallèle, je constate l'actualité. Je trouve que les débordements verbaux de Emmanuel Macron sont de trop dans le fonctionnement de la République. C'est mon avis, après on peut ne pas le partager. Alors, en tant que député, vous avez de l'expérience maintenant quand même. Comment vous jugez les premiers pas de ce gouvernement qui est dirigé par un Premier ministre issu des rangs de la droite, avec des ministres de droite, et finalement le bilan de ces premiers mois de l'action d'Emmanuel Macron? Monsieur Strauss-Kahn a parfaitement résumé la difficulté dans un passé récent. Il a dit qu'à un moment donné, on ne peut pas tout mélanger. Soit on mène des politiques de droite, soit on mène des politiques de gauche. Mais là, faire en même temps de la droite, en même temps de la gauche, ça procède à beaucoup de confusion dans les décisions politiques. D'ailleurs, il y avait des engagements présidentiels. Aujourd'hui, il y a déjà beaucoup de reniements, un peu dans tous les sens. On avait promis une baisse de la fiscalité. Il y a une hausse considérable, que ce soit la CSG, que ce soit la taxe sur les gasoils, que ce soit la taxe carbone qui viendra se rajouter à la taxe sur les gasoils. On avait promis que la compétitivité des entreprises serait une priorité gouvernementale. En fait, on va augmenter le CICE, c'est-à-dire l'ex-taxe professionnelle. Donc, je ne vois pas trop comment il va y avoir ce choc de compétitivité. Il n'y aura pas de choc fiscal, sauf dans le sens négatif. Et il n'y aura pas de meilleure compétitivité, sauf dans un alourdissement des charges des entreprises. Donc au final, il y a beaucoup de reniements, beaucoup de contradictions, beaucoup de flou. Et tout ça est un peu difficile à suivre. Et j'imagine que la question de la taxe d'habitation, vous, en tant qu'ancien maire, ça vous pose aussi un problème de supprimer la taxe d'habitation ou une partie, parce que ça constitue quand même un revenu essentiel pour les communes. Me concernant, moi, supprimer les taxes, ça me convient toujours. Si on pouvait toutes les supprimer... Même la taxe d'habitation? Écoutez, si on pouvait supprimer toutes les taxes, même, je serais satisfait. Sauf que les promesses qui sont faites ne seront pas tenues. On dit on va supprimer la taxe d'habitation, tant mieux si on ne la paye plus. Moi, je suis même favorable à ce que ce soit vis-à-vis de 100% de la population. Pourquoi s'arrêter à 80%, supprimons-la à tout le monde? Sauf que j'ai quelques doutes sur les compensations que l'État va nous donner, parce qu'on est habitué. On a vu ça au Conseil général sur les collèges, sur le RSA, sur également l'allocation handicap, toutes les allocations sociales. On nous avait dit on vous remboursera à l'euro près. Actuellement, pour le Conseil général, vous avez 300 millions de dépenses et 150 millions de compensations. Vous voyez qu'un peu plus de 10 ans après, l'État a oublié qu'il devait compenser à l'euro près. Ne vous tracassez pas, sur la taxe d'habitation, ça va être la même chose. Alors peut-être que la première année, tout le monde sera content de moins payer la taxe d'habitation, mais ensuite il va falloir compenser sur la hausse des tarifs communaux, sur la hausse d'un certain nombre de prestations, sur peut-être la hausse des tickets de cantine, sur la hausse de l'impôt foncier, sur l'écrasement fiscal, sur d'autres registres. Donc voilà, moi j'observe et je suis dubitatif. Alors, ce sera la dernière question autour de l'action directe d'Emmanuel Macron, mais c'est vrai qu'on rentre là aussi dans une réforme du Code du travail qui avait été annoncée. Certains observateurs disent que c'est d'ailleurs une réforme de droite. Même là, vous ne lui donnez pas le crédit d'une politique qui va dans votre sens? Alors d'abord, moi je l'ignore, puisque je vous rappelle quand même que la procédure c'est celle des ordonnances, donc pour l'instant nous ne sommes absolument pas informés, ni moi ni mes collègues, sur le fond de ces ordonnances, donc on ne sait pas. Ce qui m'étonne dans tout ça, et ce qui me choque en tant que républicain, c'est que voilà que Emmanuel Macron, son gouvernement dit mais nous on est pour la concertation, on est pour le dialogue. Vous ne croyez pas que le dialogue devrait commencer à l'Assemblée nationale avec les députés de la République? Voilà que ce sont des lois qui sont apparemment quand même importantes que la réforme du droit du travail. Sauf que nous, députés, on est au courant de rien. Il y a des consultations, il y en a eu, sauf avec la représentation nationale. Moi, personnellement, je suis choqué par ces méthodes-là. Je crois que ce n'est pas des méthodes du XXIe siècle.
Et franchement, on nous avait annoncé un choc en matière de discussion et de dialogue. Et bien, effectivement, il y a un choc parce qu'il n'y a plus ni discussion ni dialogue, enfin, en tout cas sur ce sujet. Alors, ça ne vous aura pas échappé, à vous peut-être, chers téléspectateurs, vous êtes très assidus à l'Assemblée nationale. Et actif, monsieur. Et actif, les statistiques sont bonnes, il faut vous le reconnaître. Un mot de la loi antiterroriste qui vient d'être votée. Il y a quelques jours, à centaines de kilomètres d'ici, même pas, hein, à Marseille, centaines, j'exagère peut-être un peu. 65. 65, voilà. Un terroriste présumé, tout porte à croire que c'est un terroriste, a attaqué deux jeunes femmes, Laura et Morane, 20 et 21 ans. Il les a sauvagement assassinées. Et on a voté il y a quelques jours aussi donc, cette loi antiterroriste. Vous avez voté pour ou contre, vous? Moi j'ai voté contre, je vais m'en expliquer. D'abord, moi je suis très ému par ce qui est arrivé à ces deux jeunes filles. Et donc, j'exprime vraiment ma compassion à l'égard de tous ceux qui pouvaient les connaître, leur famille, parce que vraiment, c'est bouleversant, je pense, hein, pour tout le monde. Mais oui, on touche là les contradictions du système Macron. D'un côté, on nous dit, et c'est vrai, la menace n'a jamais été aussi importante. Le niveau n'a jamais été aussi élevé. Les risques n'ont jamais été aussi importants. Et la réponse, on amoindrit la défense de la sécurité de nos concitoyens. Mais alors, où on l'amoindrit? On l'amoindrit parce que l'objectif de Emmanuel Macron, c'est de supprimer l'état d'urgence. Et on lui substitue une loi qui reprend quelques éléments de l'état d'urgence, mais en les rabotant, en les rendant presque complètement inefficaces. Donc, si vous voulez, d'un côté, on nous dit l'état d'urgence a fait ses preuves, il a permis de déjouer 12 attentats depuis le 1er janvier, je cite le ministre de l'Intérieur, hein, Gérard Collomb. Et de l'autre côté, on nous dit également la menace est très importante, plus importante que jamais, plus intérieure qu'extérieure aujourd'hui avec l'affaissement de l'État islamiste sur le plan militaire. Et par rapport à ces deux observations, l'état d'urgence a été efficace. La menace n'a jamais été aussi importante. La conséquence, c'est que je fais une loi sur l'insécurité des Français. Mais alors moi, je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous auriez souhaité? Une loi plus je l'ai directe? dit, ça. Non, mais je vous envoie au site de l'Assemblée à lire mon intervention, parce que j'étais premier rapporteur de cette loi dans l'hémicycle sur la discussion générale de cette loi. Mais il faudrait faire, et le ministre d'ailleurs s'est engagé, le gouvernement s'est engagé dans l'hémicycle sur cette interpellation que j'ai faite. On s'est engagé à réformer le code de procédure pénale parce que les lois Taubira ont quand même fortement amoindri les capacités des officiers de police judiciaire et de la et du pouvoir. Pour qu'on soit clair, vous auriez souhaité une loi, ok, sortir de l'état d'urgence, mais une loi plus dure. Non, qu'on sorte de l'état d'urgence, c'est une chose. Mais si on veut sortir de l'état d'urgence, en face, il faut mettre un certain nombre de dispositifs législatifs. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Mais c'est ça, vous auriez souhaité, donc on aille plus loin. On a fait une loi sur l'insécurité, puisqu'on a pris quelques morceaux de l'état d'urgence, on les a affaissés. Bon, il faut réformer le code de procédure pénale, il faut réinstaurer la sécurité dans les quartiers et même dans les zones rurales. Mais je parle des quartiers parce que là, il y a quand même des quartiers dans certaines métropoles où les policiers ne peuvent pas rentrer, hein, vous le savez très bien, où même parfois les résidents d'un immeuble doivent montrer patte blanche avant de pouvoir pénétrer dans les cages d'escalier. Enfin, j'espère que vous le savez, sinon je vous invite à aller visiter un certain nombre de quartiers des grandes métropoles. La sécurité dans les quartiers, il faut la remettre en place, il faut que l'état de droit soit respecté, il faut que les lois de la République soient respectées, parce que c'est dans ces quartiers, justement, qu'on trouve les bases logistiques pour les terroristes. C'est dans ces quartiers qu'aujourd'hui, on peut recruter des djihadistes radicaux. Donc, il y a cette loi, je pense qu'il aurait fallu faire sur la sécurité du quotidien, que ce soit dans les quartiers, que ce soit ailleurs aussi, pendant qu'on y est. Et puis, il faut une loi de programmation. Est-ce que vous avez vu l'état de nos commissariats? Est-ce que vous êtes allé visiter le commissariat de Toulon? Mais enfin, c'est quasi insalubre. Si c'était une exception, mais non, c'est dans tellement de commissariats, on l'a vu dans les actualités, SOS Commissariat, enfin, les policiers, et je leur rends hommage, travaillent dans des conditions matérielles qui sont en dessous de tout ce qu'on peut imaginer. Bon, mais la justice, elle est dans le même état. Vous avez vu les délais pour instruire une procédure. Mais la justice n'a pas les moyens. Elle manque de greffiers, elle manque de locaux. Regardez donc à Toulon, le tribunal, il est éparpillé en 3 morceaux. Les locaux datent de Mathusalem. Je veux dire, attendez, oui, renoncer à l'état d'urgence, oui, si on met en face un arsenal législatif suffisant pour compenser le retrait de l'argent, c'est plus efficace dans l'action. Aujourd'hui, c'est pas ça qu'on fait. On se retire de l'état d'urgence et on nous propose une loi à minima qui, très vite, va montrer ses faiblesses. Quant aux lois que je propose, loi de programmation pour la justice et la police,
réforme du code de procédure pénale pour revenir à un système où on s'occupe un peu plus des victimes et un peu moins des délinquants au niveau des droits individuels. Et également en sécurisation, et notamment dans les quartiers les plus sensibles, eh bien écoutez, ce dispositif-là nous dit vous avez raison, mais on l'examinera en 2018. Si ça fait comme le remboursement à l'euro près de 2018, ce sera 2019, 2020, et pendant ce temps, nos recrutements de terroristes et djihadistes vont continuer dans les quartiers des périphéries des grandes métropoles. Écoutez, on a un vrai problème avec ça, et c'est exactement la traduction du flou dans la politique d'Emmanuel Macron qui, en même temps, renonce à l'état d'urgence, en même temps fait une loi qui n'en est pas une et qui s'intitulerait beaucoup mieux, elle serait beaucoup plus juste quant à ses conséquences, loi sur l'insécurité des Français. Là, on serait effectivement, le nom de la loi correspondait au dispositif proposé. Voilà pourquoi j'ai voté contre. Excusez-moi de vous couper. Il ne fallait pas voter pour et tenir quand même ce discours? Non? Non, parce que moi, je ne veux pas prendre la responsabilité de mettre ma signature sur une loi qui insécurise la France. Voilà, je ne veux pas. Je l'ai expliqué, je l'ai dit au nom de mon groupe, et mon groupe a voté contre pour les raisons que je viens de vous expliquer. Voilà qui est clair. Un mot sur l'élection à la tête de votre mouvement, les Républicains. Alors plusieurs choses à dire sur les Républicains, mais vous soutenez un candidat? Oui. Lequel? Devinez. Laurent Wauquiez? Vous avez gagné. Voilà, je voulais vous l'entendre dire. C'est vous qui l'avez dit, monsieur. Ouais, voilà, mais comme vous avez confirmé, c'est un petit peu comme si vous l'aviez dit. Donc vous soutenez. Oui, mais c'est vous qui l'avez dit. C'est moi qui l'ai dit, je vous l'accorde. Vous soutenez donc Laurent Wauquiez. Est-ce que les constructifs doivent être exclus du mouvement? Est-ce que Édouard Philippe, Gérald Darmanin doivent être exclus des Républicains? D'abord, je vous donne ma réponse. Je soutiens Laurent Wauquiez parce que hier, nous avons eu un comité départemental des Républicains. Et notre mouvement, dans le département du Var, est favorable à Laurent Wauquiez de manière très, très importante. Hubert Falco, qui est le président de notre mouvement, a annoncé son soutien à Laurent Wauquiez. On a l'habitude, dans l'équipe que nous formons, parce que la politique, ça se fait aussi en équipe, d'avoir des positions communes sur les engagements qui sont les nôtres. Et on a choisi de soutenir Laurent Wauquiez parce que de tous les candidats qui nous sont proposés, c'est celui qui est le plus expérimenté. Il a été ministre, il préside une grande région. Ça nous paraît être celui, parmi les candidats, qui a le meilleur profil d'homme d'État. Il est jeune, il est intelligent, il a exercé des responsabilités ministérielles. La ligne vous correspond ? Il préside aux destinées d'une grande région. On pense que c'est le plus apte, aujourd'hui, à incarner les Républicains. Sur la ligne, mais je m'excuse, il défend la doctrine qui est celle des Républicains, rien de plus, rien de moins. Il défend ce qui fait nos valeurs de droite et du centre, qui sont alliées. Voilà. Quant au constructif, eh bien, écoutez, pour moi, ce sont des gens qui ont renoncé à l'appartenance au sein de notre famille politique depuis les élections présidentielles. D'ailleurs, certains n'avaient même pas mis le logo LR quand ils se sont fait élire députés. Dans des circonscriptions où En Marche n'avait pas mis de candidat, ce qui prouve déjà qu'il y avait une collusion entre les constructifs et l'équipe d'Emmanuel Macron. Certains, comme d'ailleurs Bruno Le Maire, ont annoncé la couleur. Ils ont rejoint le parti En Marche. Et je souhaiterais d'ailleurs que les autres, tels que Darmanin et d'autres, écoutez, soient logiques avec eux-mêmes. Ils choisissent d'être En Marche, c'est tout à fait légitime, après tout, pour eux. Chacun est libre de ses engagements. Mais vous ne comprenez pas cette double appartenance, quoi, en fait. Chacun doit être, on vit dans une république, dans une démocratie. Chacun est libre d'adhérer au parti qu'il veut. S'ils veulent aller au Front de gauche... Vous réclamez de la clarté. S'ils veulent aller au Front de gauche, ils vont au Front de gauche. S'ils veulent aller au Front national, ils vont au Front national. Ils veulent aller dans la République En Marche, ils vont dans la République En Marche. Mais il ne faut pas jouer la danseuse. C'est pas et ceci et cela. En même temps, je suis à gauche. En même temps, je suis à droite. En même temps, je suis En Marche. En même temps, je suis républicain. Oui, ils sont En Marche. Ils sont même En Marche au pas cadencé. Parce qu'ils parlent tous d'une même voix, la voix d'Emmanuel Macron. Quant à leurs députés, s'ils font la même chose, ils ne peuvent même pas poser une question sans demander l'autorisation au président du groupe. Alors, ils sont En Marche au pas cadencé. Alors, figurez-vous que le président du groupe, il s'appelle Ferrand. Moi, je l'appelle le maréchal Ferrand, parce que sous les ordres du maréchal, ils marchent tous au pas cadencé dans la salle des pas perdus. Alors, voilà qui est dit aussi. Pas la langue dans votre poche. Je voulais qu'on revienne alors, voilà, sur la ligne aussi des Républicains. C'est une question qui se pose aussi sur les thèmes qui flirtent avec ceux du Front National. Ça vous énerve d'entendre ça? Moi, je vous arrête de suite. Non, mais c'est une question écoutez, légitime. les thèmes des LR, qui étaient d'ailleurs ceux de l'UMP avant, ceux du RPR et alliés UDF de l'époque, les thèmes ont toujours été clairs. On est pour une Europe, on est
pour un état de droit, on est pour une certaine liberté d'entreprendre, on est pour une maîtrise de la fiscalité. Attendez, excusez-moi, nous on n'emprunte ces thèmes à personne, on les a depuis très longtemps. Et avant même que d'autres partis existent et osent en parler. Donc je ne vois pas, moi j'ai aucun complexe à défendre ces thèmes qui sont ceux qui correspondent aux valeurs des Républicains, qui correspondent à ceux de la droite, et moi je suis en conformité avec ce que j'ai au fond de mon cœur. Jean-Louis Masson, Édouard Philippe était dans le département, à Toulon, sur le Charles de Gaulle. Il vous a rassuré sur le budget de la défense? Mais absolument pas. Écoutez, est-ce que vous croyez... Alors lui dit qu'il va augmenter le budget. Bah, attendez, il va augmenter. On verra ce il y aura plus d'argent pour les militaires, c'est ce qu'il a promis. Enfin, l'image, elle est magnifique. Moi, je l'ai accueilli sur l'aérodrome de la BN. On rappelle que les députés sont conviés dans le protocole. Attendez, je vais vous dire qu'une chose. Il est allé où, Édouard Philippe? Il est allé sur un porte-avions qui n'est même pas sur l'eau, parce qu'il est en réparation. Il est en réparation pendant encore quasiment 2 ans. D'accord? Si demain, il faut projeter une force, on la projette avec quoi? Avec des lance-pierres, hein? Bah avec les... Ah, avec rien du tout. Avec un porte-avions américain? Et vous parlez d'indépendance de la France? Vous croyez que c'est intelligible? Une nation comme la nôtre, la 5e puissance mondiale, qui peut même pas avoir un porte-avions en permanence à la mer. Il fallait bien faire ses réparations. Premier ministre, d'ailleurs, j'ai trouvé extraordinaire que la presse qui fasse le reportage, la presse audiovisuelle qui a fait le reportage, à aucun moment n'a monté le porte-avions sur le chantier. On a fait comme s'il était sur l'eau. Tout le monde le sait. Ah oui, mais moi j'aurais aimé que l'image soit conforme à la réalité. Parce que sur ce sujet-là, on prouve une chose, c'est que la France elle a besoin de porte-avions. Je ne dis pas de groupe aéronaval, ça suffit. Je veux de porte-avions, moi. Vous voulez construire un porte-avions supplémentaire? Vous ne croyez pas que ce serait à la dimension de la 5e puissance mondiale? Vous ne croyez pas? Moi, je ne suis pas là pour donner mon avis. Vous rappelez le général de Gaulle? Oui, je me rappelle. J'ai lu dans les livres d'histoire. Moi, je me rappelle parce que j'existais quand il était là. J'étais jeune, mais je voyais ce qu'il fait. Enfin, c'est pas à la hauteur de la France que d'avoir qu'un seul porte-avions. Simplement, puisque vous me parlez de la visite d'Édouard Philippe, moi, je vous dis, c'est ridicule de visiter un porte-avions qui est dans un chantier. Et il est peut-être venu voir aussi, apporter son soutien. Mais comment se passe la rénovation? L'image qu'il a donnée, c'est que la France aujourd'hui est incapable de projeter une force si elle en a besoin demain. Voilà, c'est tout. Voilà ce qu'on a prouvé. Bon, on va essayer de et heureusement qu'on fait partie de l'OTAN, parce qu'au moins on aura quand même les Américains qui vont venir nous aider si on doit demain projeter des forces au Moyen-Orient ou ailleurs, ou tiens, dans un département d'outre-mer. Oui. Bon. D'ailleurs, on en aurait peut-être eu besoin, parce que je crois que sur les départements d'outre-mer, notamment aux Antilles, on n'a pas été particulièrement réactifs. Bon, alors on va essayer je parle des violences, des tempêtes, des ouragans, sur lesquels visiblement, on n'a pas... Il y a eu des manquements. On n'a pas été d'une rapidité exceptionnelle dans l'aide que la métropole doit porter à ces territoires d'outre-mer. Alors, pas sûr que vous nous parliez de la gare de façon moins passionnée, parce que c'est quand même la ville que vous avez dirigée pendant longtemps. Moi, pas passionné sur la ville de la gare. Non, j'ai dit pas sûr que vous soyez moins passionné, justement. C'était pour prévenir nos téléspectateurs que vous alliez aussi être passionné sur le sujet. Ça a été un crève-cœur de devoir céder votre fauteuil? Quand les Républicains m'ont proposé d'être candidat aux élections législatives, c'est vrai que j'ai mis un temps pour répondre. Parce qu'avec la loi du non-cumul, le fait de rendre incompatible le mandat national avec un exécutif local, et effectivement une certaine douleur dans une ville dans laquelle on est né, dans laquelle son père a été maire et dans laquelle on est soi-même maire. Donc j'ai réfléchi, j'ai décidé d'accepter de porter la voix de nos concitoyens à l'Assemblée nationale, parce que je pense aussi qu'à un moment donné, c'est un certain devoir de défendre son territoire et ceux qui vous font confiance dans l'hémicycle du Palais Bourbon. C'est quand même un lieu. Il y a des questions très locales d'ailleurs que vous avez envie d'emmener à l'Assemblée. Que j'ai déjà porté à l'Assemblée nationale, le cas des feux de forêt, le cas des difficultés de gestion de la SNSM, sur lequel ces deux sujets-là. La SNSM qui intervient en mer, qui fête d'ailleurs ses 50 ans. Voilà. Et qu'il y a des difficultés structurelles d'équilibre de ses comptes, parce qu'elle pâtit de la faiblesse des financements publics, au même titre que tout le monde. Donc oui, j'ai porté des thèmes de ce niveau-là, et j'ai également questionné par écrit
vous le trouvez là aussi sur le site de l'Assemblée nationale, le ministre de l'Intérieur sur un certain nombre de sujets, tels que la faiblesse de la flotte aérienne par rapport aux feux de forêt. Donc, on s'en est rendu compte cet été, de cet état de fait-là, qu'on avait des difficultés. Vous trouvez sur le portail de l'Assemblée nationale, vous cliquez, quand vous êtes sur député, vous cliquez sur Jean-Louis Masson, vous cliquez ensuite sur questions écrites et vous trouverez mes questions écrites relatives à des questions du territoire telles que la flotte aérienne sur les feux de forêt et quelques autres questions qui intéressent nos concitoyens. Et je crois que c'est important qu'un député puisse à Paris porter des questions qui sont des questions locales. Justement, cette question qui intéresse le quotidien. Cette question des feux de forêt, c'est très sensible. Il faut faire attention de tomber dans ce travers, d'être toujours dans la théorie des grandes idées, des technocrates avertis qui savent jongler d'ailleurs avec des gouvernements de droite comme avec des gouvernements de gauche et pourquoi pas avec des gouvernements qui mélangent tout et oublier le quotidien des Françaises et des Français. Voilà. Le quotidien des Françaises et des Français, il ne faut pas l'oublier. Mon prédécesseur Jean-Pierre Girand s'y est impliqué. D'ailleurs, il s'était impliqué aussi sur ces feux de forêt, il s'était impliqué aussi sur la défense de la SNSM, il s'était impliqué sur les sujets. Il s'était impliqué sur les problèmes des fleurs coupées de notre territoire. Donc, il s'est impliqué sur un certain nombre de sujets. Il m'a passé le relais, bien sûr, avec l'accréditation du suffrage universel. Je lui rends hommage parce qu'il le mérite. Je lui suis d'une grande fidélité, d'une grande reconnaissance de me permettre, à mon tour, de défendre les intérêts d'un territoire. Voilà. Et j'espère être à la hauteur du travail qu'a accompli Jean-Pierre Girand, pour lequel je renouvelle mon immense considération. Et je voudrais qu'on dise un dernier mot quand même sur ces feux de forêt parce que ça a traumatisé les Varois une nouvelle fois. Il y a une quinzaine d'années, l'Est varois a payé un lourd tribut. Là, on est plutôt sur l'Ouest. Avec la Londe, avec Bormes, Cavalère aussi, hier. Voilà, ça a été, on sort d'un été quand même traumatisant de ce côté-là, avec quand même, et là je crois que c'est transpartisan, des pompiers qui ont fait un travail formidable, parce que même les dégâts matériels sont finalement limités. On a une pensée pour tous ceux qui ont perdu. Les dégâts ont quand même été conséquents. Non, mais je parle des maisons, des entreprises. Il y en a eu. On a eu des mais ça aurait pu être bien pire. On a eu des propriétés viticoles qui ont été touchées. Donc on a des drames humains, des drames matériels. Donc non, c'est pas bénin. Je ne veux pas dire que c'est bénin. Je veux dire que par le travail des pompiers, on a évité un drame encore plus important. Voilà. Les pompiers, dans ces feux varois comme ailleurs, se sont engagés avec tout leur cœur, car ce sont vraiment les hommes du feu. Ils ont une cote de popularité très importante, et je pense qu'elle est amplement méritée. Je voudrais souligner aussi le travail des policiers et des gendarmes, en particulier sur les feux de forêt que vous évoquez, le travail des gendarmes. Et vous avez raison de le préciser, c'est important. Puisque la plupart de ces feux sont des feux criminels, et les gendarmes font un excellent travail de recherche des preuves à travers les indices, les recherches techniques, la police scientifique pour essayer d'identifier les auteurs et de les traduire devant les tribunaux comme ils le méritent. Un dernier mot sur la garde. Comment vous voyez la fin du mandat? Vous restez très impliqué dans la vie municipale. Vous avez des objectifs avec l'équipe du nouveau maire à tenir? Alors, j'ai toujours été impliqué dans ce que je faisais dans la vie. Je suis un passionné. Vous vous rendez compte sans doute peut-être le côté méditerranéen de mon expression. On s'en est rendu compte. Le côté méditerranéen de mon expression. Moi, j'ai été élu en 2014 pour la troisième fois au premier tour. En 2014, comme en 2008 d'ailleurs, avec un programme d'engagement. Ce programme d'engagement, on le tient. Réalisation du parc nature, les carrefours de la zone industrielle, la reconstruction des dernières écoles qui étaient en préfabriqué, les parcs urbains tels que le parc Éloin, enfin un certain nombre de la maison de retraite Marie Curie dont les travaux vont commencer, un certain nombre de sujets sur lesquels on s'est engagé, qui sont souvent très avancés maintenant et qui iront au terme jusqu'en 2020 où on rendra les comptes aux gardiennes et aux gardiens qui nous ont fait confiance. Deux petites questions pour terminer, très rapide. La patinoire, une question sur l'avancée du dossier. Vous êtes sur l'affaire? Ah oui, enfin, il y a mon collègue Franck Chouquet qui préside au destiné du syndicat intercommunal qui est encore plus sur l'affaire que moi, même si on travaille en équipe. Hein. Mais vous regardez ça de près, qu'elle rouvre bien entendu, donc il y a eu un énorme... On ne pouvait pas vraiment laisser ouvert dans les conditions. Non, mais c'est pour ça. Voilà, franchement, c'était un problème de sécurité.
qu'aurait-on dit si le toit s'était écroulé sur une équipe Je vous l'accorde. de hockey? Alors évidemment, on a un peu le mauvais rôle puisque c'est nous qui la fermons. Et je préfère fermer la patinoire, me faire critiquer par certains, mais pas faire prendre des risques aux sportifs ou même au public, aux enfants, dans un établissement qui aujourd'hui ne répond plus aux conditions de sécurité. Ouais. On a fait un excellent travail de recherche de financement. Aujourd'hui, les financements sont bouclés. Il faut maintenant que la procédure administrative de lancement des appels d'offres se fasse. Ça prend un certain temps, mais aussi c'est la garantie de l'emploi des deniers publics. Et les choses vont se faire. Je pense que dans un délai de 2 ans, la patinoire sera de nouveau ouverte dans des conditions de rénovation optimale et en plus dans le respect de la sécurité de ceux qui viennent pratiquer le sport de glace. 10 petites secondes pour terminer avec un peu de légèreté. Je pense que vous êtes le seul député à avoir un homonyme au Sénat. C'est exact. Qui s'appelle aussi Jean-Louis Masson. Voilà. C'est exact, oui. On vous confond des fois? Jamais. Jamais? Non. Oui, parce que vous n'êtes pas sur les mêmes lignes, hein, vraiment. Pas du tout, monsieur. Merci beaucoup, Jean-Louis Masson, d'avoir accepté cet entretien sans filtre, hein, vous l'avez constaté. Entretien que vous pouvez revoir d'ailleurs sur notre site internet, le www.varazur-tv.fr. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Face à Face.